Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler des livres qui sont dans ma palle depuis très longtemps mais qui me font toujours autant envie. Donc contrairement à la vidéo sur les livres sur la sellette où là c'était des livres où je me tâte à les garder ou vraiment à m'en débarrasser, là ce sont des livres que je sais que je veux garder car à un moment donné je sais qu'ils vont avoir leur moment et que je vais enfin les sortir de ma bibliothèque. Donc je vous présente aujourd'hui 10 livres, il va y avoir un peu de fantasy, un peu de mignon, un peu d'historique et une toute petite touche d'enquête un peu étrange au cœur de Savannah. On commence tout de suite. Je commence tout de suite du coup avec cette petite enquête au cœur de Savannah en vous présentant Minuit dans le jardin du bien et du mal de John Berendt. Alors, ce livre me faisait avant tout envie parce qu'il se passe à Savannah du coup aux États-Unis et c'est une ville que je veux absolument voir parce que c'est je sais pas, il y a ce côté un peu, vous savez, ancienne ville de plantation, le sud, le vaudou, enfin bon bref, on sent, enfin il y a un côté un peu ensorcelant on va dire dans cette ville. Et du coup quand j'ai vu que ce livre se passait là-bas, il m'avait vraiment super fait envie. Donc c'est un livre qui date un peu, visiblement, et en fait on suit un écrivain qui s'appelle John Berendt, donc il semblerait que ce soit donc l'écrivain qui écrit l'histoire qu'il a vécue en allant là-bas. Et en fait, il se rend compte un jour que en fait, d'aller faire un petit voyage dans le sud, ça lui coûte pas plus cher que d'aller dîner à New York. Et donc, il prend ses affaires et décide d'aller complètement passer du temps donc à Savannah. Et il aime tellement la ville qu'il y reste pendant 5 ans. Et donc, il va nous raconter un petit peu ce qu'il a vu, notamment une période particulière où a priori, il aurait été aussi témoin d'un procès d'un antiquaire qui aurait assassiné son amant. Donc écoutez, ça a l'air assez... En fait, ça a l'air assez intriguant comme livre, je pourrais pas trop vous dire... Enfin, on a un peu du mal à savoir exactement ce qu'on va découvrir au sein des pages, parce que voilà, il nous parle vraiment de son impression de la ville en 4ème de couverture, des personnages hauts en couleur qu'il a pu croiser, mais il nous dit quoi? Il nous dit pas vraiment, pardon, de quoi va parler son livre en fait. Est-ce qu'il va nous raconter juste ses péripéties au sein de la ville? Est-ce que en fait le procès va mener à une espèce d'enquête où lui-même va se retrouver un peu embrigadé dans le truc? On n'en sait pas vraiment plus, donc moi je me suis calée juste sur le côté l'environnement c'est Savannah, donc j'ai envie de le lire. On verra, écoutez, ce que ça donne. Ça fait hyper longtemps qu'il est dans ma palle, donc à un moment donné je me dis allez, il va vraiment falloir que je le sorte celui-là parce que c'est un peu honteux. C'est clairement le cas de tous les livres à peu près hein, qui sont là, donc on va pas commencer à s'auto-flageoler, hein, sinon on va y passer toute la vidéo. Ensuite, on va enchaîner avec les livres qui sont plutôt mignons. Le premier petit livre que j'avais envie de vous présenter, c'est La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Biwald. Donc celui-là, c'est vraiment un vieux de la vieille de ma palle, parce que ça doit faire au moins 8 ans qu'il y est. Il est arrivé, je pense, en même temps dans ma palle que la bibliothèque... Non, pas la bibliothèque, la petite boulangerie du bout du monde. Donc vous voyez, ça fait quand même vraiment longtemps. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais sorti. Donc je ne me l'explique pas, surtout que l'histoire, elle est vraiment très mignonne. On suit Sarah, du coup, qui est une jeune suédoise, un peu introvertie, un peu mal dans sa peau et qui est aussi bibliothécaire, qui se prend d'une relation épistolaire avec Amy, qui est donc une vieille dame qui habite dans l'Iowa. Et le jour où Sarah va perdre son emploi, Amy va lui proposer de venir passer du temps chez elle, donc aux États-Unis. Malheureusement, quand Sarah arrive, elle se rend compte que Amy est décédée. Et donc elle est toute bouleversée, mais elle décide néanmoins de rester et de faire vivre un peu la communauté d'Amy autour des livres. Donc écoutez, moi je trouve que ça a l'air trop mignon. Je sais que quand il était sorti, il y avait beaucoup de gens qui en avaient dit vraiment du bien, donc on verra, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Si jamais vous l'avez lu, d'ailleurs si vous avez lu n'importe lequel que je présente, n'hésitez pas à me le dire ce que vous en avez pensé, ça me fera plaisir et puis ça les fera remonter, vous savez, dans le classement de la palle un petit peu plus haut. Le deuxième livre que je voulais vous présenter dans cette catégorie, c'est La merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane de Abby Clements. Donc, alors cherchez pas, hein. Moi souvent quand il y a un livre, c'est une boulangerie, c'est une pâtisserie, c'est un marchand de glace, c'est un salon de thé, c'est une bibliothèque, c'est un fleuriste. Vous avez compris un peu le tableau, et c'est l'histoire de quelqu'un qui doit le reprendre, bon gré mal gré, ou l'ouvrir, et qui a envie du coup de mettre toutes les chances de son côté dans la vie en faisant quelque chose qui lui plaît, etc.
vous pouvez être sûr qu'il va finir dans la bibliothèque à un moment ou à un autre. Donc bon bah là, pour le coup, on est sur un marchand de glace. Donc là on va suivre deux sœurs qui s'appellent Anna et Imogen. Donc Anna c'est vraiment le stéréotype de la personne rangée, qui a bien organisé sa vie, qui a son travail stable, qui est avec son petit ami, qui vient d'acheter son appartement à Brighton. Et donc Imogen c'est un peu tout l'inverse, c'est la globe-trotteuse, la rêveuse, la photographe pardon, qui vient tout juste de s'installer rapidement en Thaïlande. Donc autant vous dire que bon voilà, on est quand même dans deux opposés. Malheureusement, Viviane, leur grand-mère qu'elles adorent, décède et leur lègue sa boutique de glace et donc leur demande dans son testament de la reprendre pour la faire revivre. Et donc les deux sœurs vont se réunir à Brighton pour faire revivre cette boutique. Donc écoutez, je pense qu'il y a vraiment moyen que ça soit mignon. Ces livres-là, c'est toujours un peu ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, soit vraiment l'autrice elle a réussi à générer cette ambiance mignonne, attachante auprès des personnages, cosy, etc. et c'est carton plein. Ou alors, on s'ennuie, il se passe rien, on n'arrive pas à s'attacher au personnage principal et on passe complètement à côté. Moi je sais que j'ai déjà eu le cas avec le charmant cottage d'Amélia, je crois que ça s'appelait. Et là j'étais complètement passée à côté. Enfin vraiment l'héroïne me plaisait pas, j'aimais pas l'histoire, j'aimais pas la direction que ça prenait, etc. J'aimais pas la relation avec son amoureux. Et vraiment ça l'a pas du tout fait. Mais à l'inverse, La petite boulangerie du bout du monde, un de mes livres préférés. Donc vous voyez, comme quoi c'est pas si évident ces livres là, c'est pas que des petites lectures légères. Donc écoutez, à suivre. Ensuite on va passer sur la partie des romans historiques et donc du coup je mêle à la fois romans un peu historiques, saga familiale, mystère, etc. et romance historique. Et aujourd'hui je vais vous présenter du coup un livre de The Queen des romans historiques, donc de Kate Morton, La prisonnière du temps. Donc ça me fait super plaisir de sortir un livre de Kate Morton de ma palle parce que c'est une autrice que j'aime énormément. J'ai commencé à lire du Kate Morton, je pense que j'avais même pas 20 ans, avec Le Jardin des Secrets, je crois que ça s'appelait, le premier livre que j'avais lu d'elle, que j'avais vraiment dévoré, que j'avais adoré, et ça m'avait vraiment plongée dans le genre de l'historique, et depuis, bah écoutez, je suis une mordue. Donc ça me fait plaisir d'avoir retrouvé pour cette vidéo au fin fond de ma bibliothèque ce livre-là que j'ai pas lu, et qui me fait toujours très envie. Et donc on suit en 2017 Elodie, qui est une archiviste qui est sur le point de se marier apparemment avec un golden boy, mais qui n'a pas l'air hyper ravie de cet événement-là, et qui va découvrir une sacoche en cuir au sein de laquelle elle va retrouver apparemment des documents, des portraits, et aussi une illustration d'un manoir sur la Tamise qui va lui sembler très étrangement assez familier. Et donc elle va essayer de faire le voile finalement sur le mystère de cette sacoche, de ce qu'elle contient, et de remonter un petit peu le temps afin de comprendre à qui elle a pu appartenir. Il s'avérerait qu'elle va essayer aussi du coup de faire la lumière sur un vieux mystère qui a eu lieu il y a 150 ans, pardon, je vais y arriver, où se serait croisé un peintre, sa muse, et la disparition sanglante d'un diamant hors de prix. Donc écoutez, comme toujours avec Kate Morton, on a toujours une portée un peu mystère à découvrir, tout en plongeant dans le temps, donc écoutez, ça a l'air quand même très très cool, donc à suivre. Le deuxième livre que j'avais envie de vous présenter, c'est La sage-femme des Appalaches de Patricia Harman. Et comme son nom l'indique, on va suivre du coup une sage-femme dans les Appalaches en 1929, qui va donc essayer, bon gré, mal gré, de vraiment aider les femmes dans ce milieu très hostile, et on parle, vous voyez, de périlleuses mines de la Virginie occidentale, on parle aussi des menaces du Ku Klux Klan. Donc a priori voilà, ça va être tout le parcours de cette femme dans un univers où tout le monde est contre elle en gros. Et aussi tout l'environnement dans lequel elle est contre elle. Et donc écoutez, je pense que ça peut vraiment être un récit hyper poignant. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et si j'ai pas versé toutes les larmes de mon corps au sein de ce bouquin, parce que c'est un peu ça qui me fait peur avec lui. Ensuite, je vous présente un livre qui s'appelle Jonathan Strange and Mr. Norrell de Susanna Clarke. Ce livre est paru en 2004 et je l'ai acheté à sa sortie en fait, ce livre, parce qu'il me faisait trop envie, on le voyait partout et je sais que je le trouvais ultra intriguant et pourtant j'étais vraiment assez jeune pour le coup. Bah oui, je devais avoir 15 ans, quelque chose comme ça, donc c'est pour vous dire que ça c'est certainement
le livre le plus vieux de ma bibliothèque. Alors c'est pas exactement celui-ci parce que je l'ai eu, je l'ai vendu et je l'ai racheté. Donc c'est pour vous dire à quel point parfois je suis un petit peu toc toc. Mais voilà, c'est le livre que j'avais commencé du coup quand j'avais 15 ans quand il est sorti. Je le trouvais extrêmement dense et je l'avais arrêté. Et c'est pour ça du coup que je l'avais vendu des années plus tard. Et il y a quelques années, je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas lu alors que... Pour autant, c'est un style qui doit vraiment me plaire, donc écoutez, il est de retour. Et j'espère que cette fois-ci, je vais pas le laisser encore 20 ans sans être lu. Donc écoutez, challenge, j'ai envie de dire. Donc c'est un pavé extrêmement lourd, je vais le poser parce qu'il est vraiment énorme. Il fait 800 pages, mais il est très très gros. Je sais pas si vous voyez à côté de ma tête, en faisant bonhomme échelle. Il est énorme. Et donc là, on est en 1806 et on va suivre du coup dans une Angleterre qui a pour tableau donc les guerres napoléoniennes. On va suivre un magicien qui s'appelle Mr. Norrell et qui va vraiment aider l'Angleterre à prendre le pas sur la France dans cette guerre. Et donc il va devenir la coqueluche un peu de l'Angleterre grâce à sa magie. Donc déjà, on est en fait dans une Angleterre un peu différente clairement de ce qu'on a pu connaître, mais néanmoins il y a ce côté assez historique et empreint d'une période très particulière. Et Mr. Norrell, en fait, quand il est en haut de sa gloire, il va prendre sous son aile un jeune magicien pour lui enseigner son art, et c'est Jonathan Strange. Mais il semblerait que Jonathan Strange soit plus, on va dire, séduit par le côté obscur de la magie et va doucement en fait sombrer dans la magie noire. Ce qui va énormément déplaire à Mr. Norrell et va faire que les deux hommes vont complètement se séparer et devenir les plus grands rivaux magiciens de l'Angleterre. Donc écoutez, je trouve que comme ça donne trop envie parce que ça a un côté vraiment un peu comme, je crois que c'était l'illusionniste ou je sais plus, il y avait un film comme ça qui était sorti où c'est pareil, c'était deux magiciens et tout, c'était... qui se faisait face. Après ici on a vraiment l'impression qu'il y a un thème un peu fantastique, donc on va voir est-ce que ce sont des magiciens, donc des prestidigitateurs, est-ce que ce sont vraiment des magiciens de magie, écoutez, je sais pas trop, mais ils disent là, entre le roman fantastique, le roman d'aventure, le féerique et le romantique. Donc je me dis, franchement, ça peut être hyper bien. En tout cas, c'est un livre qui avait fait un tabac quand il était sorti. Je sais que Susanna Clarke, après, elle a sorti le livre, c'est avec Piranesi, il y a quelques années maintenant, je crois. Et pareil, ça avait fait hyper parler de lui. Il semblerait que celui-ci soit vraiment dans un thème un peu Dark Academia. Donc, bon, écoutez, on verra si c'est bien le cas. Si tout ce qui a été dit autour de ce livre se vérifie à la lecture. Ensuite, j'ai envie de vous présenter Chasseur de flammes de Hafsa Faisal, Les sables d'Araouia, le livre 1. Donc c'est publié aux éditions de Saxus et je pense que ça y est, tout est déjà publié. Écoutez, c'est un livre qui avait l'air hyper chouette, mais qui a l'air quand même assez complexe. Donc du coup, on suit deux personnages. Donc on a Zafira, qui est une chasseuse, qui va donc passer son temps finalement à braver les interdits du royaume pour chasser et nourrir son peuple. Et de l'autre côté, on suit Nassir, qui semblerait être le fils du sultan, et qui a lui pour le coup pour mission d'assassiner tous ceux qui sont des dissidents à son père. Donc concrètement tout les oppose, mais il semblerait que ces deux personnages vont devoir faire équipe puisque chacun va devoir aller chercher un artefact perdu qui va permettre de restaurer la magie au sein du royaume, mais que Nassir aura aussi comme deuxième mission cachée d'assassiner Zafira. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne, je sais pas trop, C'est pareil, c'est un livre, quand il est sorti, bon, comme toujours avec les deux Saxus et les Sabrans, vous savez, dès que ça sort, tout le monde l'achète, tout le monde dit « Ah là là, je vais lire ça, c'est génial ». Pour autant, je l'ai pas trop vu passer en termes de bilan ou d'avis de lecture, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais je trouvais que voilà, il était assez intriguant, et en plus il y a vraiment un côté très oriental dans la façon dont c'est décrit et dans l'univers qui semble être dépeint. Donc écoutez, ça peut être chouette, un peu dans la lignée de peut-être La Cité de Laiton, donc à voir.
Ensuite je vous présente un... pareil, hein, lui c'est un petit vieux de la vieille de ma palle. Bon il est quand même moins vieux que Jonathan Strange, faut pas exagérer. Mais donc c'est All the Stars and Teeth d'Adaline Grace, qui je crois est sorti pareil chez Deux Sexus en français. Je suis pas tout à fait sûre mais j'essaierai de vous confirmer ça, je vous mettrai la capture si c'est bien le cas. Et là on suit une jeune femme qui s'appelle Amora, qui donc vit dans le royaume de Visidia, et qui donc a passé toute sa vie à s'entraîner pour maîtriser la magie des âmes. Donc je ne sais pas trop en quoi cela consiste, c'est pas vraiment expliqué, mais elle est censée en fait faire une démonstration de sa magie afin de prouver qu'elle est bien l'héritière du trône et donc de pouvoir conserver sa place au sein de la royauté. Il s'avère que quand apparemment elle fait de sa démonstration, ça se passe pas du tout comme c'était prévu, et que donc elle est forcée complètement de fuir le royaume, et c'est là qu'elle va faire la rencontre de Bastian, si je me trompe pas, qui est donc un mystérieux jeune homme, un pirate, qui va faire affaire avec elle, qui va lui dire bah voilà je vais t'aider en fait à maîtriser ta magie, etc. pour que tu puisses réclamer ton trône, et en échange tu vas m'aider moi à retrouver la magie qui m'a été volée. Et donc apparemment ils vont avoir plein d'aventures, je crois que c'est en plusieurs tomes, il me semble que c'est au moins en 2 tomes. Ils vont croiser des créatures, des sirènes, bon apparemment ça avait l'air assez chouette. Après j'avoue que ça fait tellement longtemps que je l'ai, je trouve qu'il a un petit peu le côté young adult fantasy, c'est-à-dire des histoires un peu... Moi ce qui me fait un peu peur c'est que l'histoire soit un peu trop simpliste, que ça soit un peu tout cousu de fil blanc. Bon, on verra. Moi c'est ça aussi qui pour l'instant me l'a pas encore fait sortir de ma palle, même si je trouve que l'objet livre est vraiment très beau. Et que l'histoire a l'air quand même sympa, parce que moi quand il y a des pirates, des bateaux, des navires, des sirènes, souvent je suis quand même assez conquise. Mais je sais pas, celui-ci, je trouve qu'il a vraiment cette vibe de l'époque où il est sorti, de ce côté young adulte où on en lisait un, on en lisait 10, on avait quand même un petit peu l'impression de lire la même chose, donc c'est un peu ça qui me fait peur. Donc si jamais vous l'avez lu, vous savez quoi faire, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Je suis hyper contente de vous présenter un livre qui lui pour le coup est depuis longtemps dans ma palle, mais me fait hyper envie. Je crois que je lui ai pas encore trouvé le bon moment de l'année, la bonne ambiance pour le sortir, mais celui-ci, cette année, c'est sûr qu'il sera lu entre septembre et décembre. Il s'agit de Dreams Lie Beneath de Rebecca Ross. Et donc Rebecca Ross, si vous reconnaissez son nom, c'est celle qui a écrit Divine Rivals, donc qui est une duologie que j'ai lue l'année dernière, enfin que j'ai fini je crois en fin d'année, oui, ou en début d'année, je sais plus, et que j'ai mais adoré, c'est-à-dire que je les ai dévorées, j'ai été pris de passion pour ce couple de personnages, cette ambiance, cette écriture, enfin il y avait tout dans cette duologie, j'ai adoré. Et donc je suis trop contente d'avoir un autre livre de Rebecca Ross dans ma palle, parce qu'il y en a encore un autre, je crois que c'est A River Enchanted, qui me fait aussi hyper envie. Et voilà, j'ai envie de lire d'autres choses de cette autrice parce que vraiment j'ai trop adoré. Et celui-là, il a l'air trop bien, il a l'air vraiment très spécial. Et en plus, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un one-shot. Ce qui de temps en temps fait quand même du bien. Et donc là, on se trouve dans le royaume de Azenor, où à chaque nouvelle lune, les nightmares, les cauchemars prennent vie et viennent du coup hanter les villageois. Et il s'avère que du coup les magiciens sont un peu les gardiens du royaume et ils ont pour mission d'aider finalement les villageois et de repousser les cauchemars. Et donc c'est pour ça que Clémentine, son travail avec son papa, c'est aussi de passer un grand moment, enfin le plus clair de son temps on va dire, à récolter les cauchemars des gens du village afin qu'elle soit à même de savoir ce qui l'attend à la prochaine nouvelle lune. Jusqu'au jour où apparemment des magiciens viennent réclamer finalement le poste de gardien à son père et commencent à faire un duel avec lui. Et donc Clémentine va vouloir s'opposer à cela et finira pour autant à devoir s'allier avec un de ces deux magiciens qui venait un petit peu embêter son papa afin de repousser un nouveau mal qui arrive sur le royaume. Donc écoutez, moi je trouve que c'est chouette parce qu'il y a vraiment ce côté, vous savez, tout autour de l'imaginaire des rêves, des cauchemars et tout, et franchement il a l'air vraiment top. Et franchement si c'est aussi bien écrit que Divine Rivals, ça va se lire comme ça, donc j'ai très hâte. Mais voilà, je sais pas trop. Moi franchement, dites-moi ce que vous en pensez de cet univers et dites-moi
un peu ce que ça vous dit comme période. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui vaut mieux se lire en octobre? Est-ce que vous pensez que comme c'est un peu l'imaginaire, les rêves, tout ça, c'est plutôt quelque chose du printemps, de l'hiver? Enfin bon bref, dites-moi ce que ça vous inspire. Ça m'aidera peut-être à savoir quand le caser au cours de l'année. Le dernier livre que j'avais envie de vous présenter, il me fait super envie, je pense que pour la période un peu septembre, octobre, magie, sorcellerie et tout, ça va être plutôt pas mal puisqu'on est sur une réécriture du conte de The Goose Girl, donc un conte que personnellement je ne connais pas, écoutez. Mais donc l'effet conte me faisait super envie et donc je vous présente Little Thieves de Margaret Owen. Donc il a été traduit par Vania et le loup, et je vous dis tout de suite pardon dans quelle maison d'édition il était sorti, c'était chez Pocket Jeunesse. Et donc Vania et le loup, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est en fait une descendante de deux dieux qui sont la mort et la chance, et qui a décidé de faire son petit bout de chemin dans la vie en étant la servante d'une princesse. Mais il s'avère que cette méchante servante un jour vole la place de la princesse qui était donc destinée à épouser un jeune homme héritier d'un royaume lointain. Et donc comme ça on pourrait se dire oh là là mais quelle horrible femme qui va prendre son destin à cette petite princesse qui n'avait absolument rien demandé, mais il semblerait que l'histoire Little Thieves nous raconte d'une toute autre version des événements. Donc écoutez, on va voir un peu pourquoi Vania fait ce choix, est-ce qu'elle y est poussée ou pas. Il y a une histoire aussi du fait qu'apparemment elle serait victime d'une malédiction qui la transformerait en joyau, enfin je sais, ça a l'air complètement dingue, un peu comme livre, mais franchement ça a l'air super bien. Par contre c'est un sacré bébé. Je pense que c'est pour ça qu'il est jamais encore sorti, parce que c'est quand même assez conséquent. Mais voilà, ça a l'air d'être vraiment empreint de magie. Il y a vraiment une ambiance autour aussi de la duplicité des dieux, de la malédiction, ça a l'air très chouette. Et voilà pour les 10 livres qui constituent du coup ces livres qui me font toujours envie, qui sont dans ma palle depuis Mathieu-Salem et qu'il est vraiment grand temps que je sorte. Donc je pense que vous en verrez certains dans les prochains mois parce que je vais essayer de me constituer un peu des pales par mois ou par saison, par moment de l'année. Donc il y en a 2-3 là qui m'ont, en vous les présentant, donc je sais déjà où je vais les insérer à droite et à gauche. J'espère que certains vous auront fait envie, dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Surtout si vous n'avez pas envie de commenter parce que vous êtes un peu timide ou que vous n'avez pas trop le temps, n'hésitez pas à me lâcher un petit emoji de fleurs. Je vous laisse choisir la fleur, c'est vous qui voyez, c'est toujours de saison je pense vu qu'on est toujours en août. En attendant, j'espère que vous passez un très beau mois d'août. Je vous souhaite de passer de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!